Lors d'un dîner de famille, mon père a dit haut et fort au serveur, « Celle-là n'est pas sur notre addition », pour m'humilier. J'ai juste acquiescé, souri et dit, « Il a raison ». Ensuite, j'ai payé l'addition de tout le monde et laissé sa part, $1200, à sa charge. Ce qu'il a dit après valait chaque centime. Je m'appelle Kate et j'ai 32 ans. L'invitation est arrivée par le biais de la petite amie de mon frère, pas par lui directement. Dîner de famille pour célébrer nos fiançailles, disait le texto. Samedi, 19h au Méridien. 3 ans. Cela faisait 3 ans que je n'avais vu aucun d'eux. 3 ans depuis que mon père m'avait regardé dans les yeux et avait qualifié ma grossesse de « plus grande erreur de ta vie ». 3 ans depuis que j'avais quitté cette maison avec rien d'autre que ma dignité et un bébé grandissant en moi. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous et appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement abandonné par les personnes qui étaient censées vous aimer inconditionnellement. Vous voudrez certainement rester pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. J'ai fixé le message pendant 10 minutes, mon pouce planant au-dessus du clavier. Le Méridien était le genre de restaurant où les entrées coûtaient plus cher que le budget course de certaines personnes. Le genre d'endroit où mon père emmenait ses clients quand il voulait les impressionner. Le genre d'endroit où il ne m'avait jamais emmené, même pour mon dîner de remise de diplôme universitaire. Mais Jenna essayait. Je devais lui reconnaître ça. Elle m'avait envoyé des textos sporadiquement au cours de l'année passée. De petites mises à jour sur mon frère Marcus. Comment il avait finalement obtenu la promotion au cabinet d'avocat. Comment il avait acheté un condo au centre-ville de Seattle. Comment il avait mentionné que je lui manquais exactement une fois et seulement quand il avait bu trop de vin. Mon téléphone a vibré avec un autre message. Je sais que ça a été compliqué, mais les familles devraient être ensemble pour les grands moments. S'il te plaît, envisage de venir, Jenna. Compliqué. C'était une façon de le dire. Une autre façon serait dévastateur, humiliant, écrasant. Mais j'avais changé depuis lors. Je n'étais plus la même femme brisée qui avait pleuré jusqu'à s'endormir pendant des mois, se demandant si mon père avait raison de dire que j'étais une ratée. J'ai regardé à travers mon appartement vers le coin où mon fils Ethan jouait avec ses cubes en bois. 2 ans et demi, avec mon menton têtu et des yeux qui semblaient tout voir. Il était la raison pour laquelle j'avais survécu à ces premiers mois sombres. Il était aussi la raison pour laquelle j'avais construit quelque chose que ma famille ne pouvait même pas imaginer. La lumière du matin traversait mes fenêtres du sol au plafond, illuminant les parquets en bois dur qui avaient coûté plus cher au mètre carré que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Tout dans ma vie maintenant était soigneusement organisé, délibérément beau, l'opposé du chaos que j'avais fui. L'ironie était délicieuse, en fait. Alors qu'il m'avait catalogué comme la déception familiale, j'avais créé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui les époustouflerait s'ils savaient. Mais ils ne savaient pas parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander comment j'allais. Ils ne s'étaient jamais demandé comment une mère célibataire parvenait à se payer un bel appartement à Queen Anne. Ils n'avaient jamais questionné la provenance de l'argent. Dans leur esprit, je galérais probablement, peut-être à l'aide sociale, regrettant certainement chaque choix qui m'avait éloigné de leur étreinte étouffante. J'ai répondu rapidement avant de changer d'avis. Je serai là. 3 ans de silence et j'étais sur le point de le rompre. Une partie de moi se demandait si c'était une erreur, si je devais juste rester dans ma bulle confortable où personne ne pouvait me blesser. Mais une plus grande partie de moi était curieuse. Curieuse de voir si quelque chose avait changé. Curieuse de voir s'il reconnaîtrait même la femme que j'étais devenue. La femme que j'étais devenue. C'était la chose qu'ils ne comprenaient pas encore. Je n'étais plus leur petite Kate. Celle qui s'excusait de prendre de la place. Je n'étais plus la fille effrayée qui s'était tenue dans leur salon il y a 3 ans, le ventre rond de grossesse, écoutant l'évaluation cruelle de mon caractère par mon père. J'avais évolué en quelque chose auquel ils n'étaient pas préparés, quelque chose qui ébranlerait leur vision du monde soigneusement construite jusqu'à ses fondations. Mon ordinateur portable était ouvert sur le comptoir de la cuisine, affichant le tableau de bord de mon entreprise. Des chiffres d'affaires qui feraient passer le cabinet de conseil de mon père pour un stand de limonade. Des commandes internationales affluaient pendant que je débattais de l'opportunité de dîner avec des gens qui m'avaient complètement rayé de leur vie. Le décalage était presque amusant. Ils pensaient me faire une faveur en m'incluant dans leur vie. Ils n'avaient aucune idée que j'étais sur le point de leur faire la faveur de ma présence.
J'ai pris des dispositions pour qu'Ethan reste chez ma voisine, Madame Chen, ce samedi soir. Elle était la grand-mère que je souhaitais qu'il ait. Le genre de femme qui cuisinait des biscuits, racontait des histoires et ne vous faisait jamais sentir que vous demandiez trop. Dîner spécial, a-t-elle demandé, faisant sautiller Ethan sur sa hanche alors qu'elle le regardait babiller avec enthousiasme à propos de ses dinosaures jouets. Quelque chose comme ça, ai-je répondu, embrassant le front de mon fils et respirant son odeur familière de shampoing pour bébé et d'innocence. Je serai peut-être un peu en retard pour venir le chercher. Prenez tout le temps qu'il vous faut, ma chère. Les yeux de Madame Chen pétillaient de malice. Parfois, les dîners de famille nécessitent une patience supplémentaire. Elle n'avait aucune idée à quel point ces mots allaient s'avérer prophétiques. J'ai passé le reste de la semaine à planifier mon approche, à choisir ma tenue, à me préparer mentalement à toutes les absurdités passives-agressives qui m'attendaient. Ils s'attendaient à la femme brisée qui avait fui leur jugement. Ils allaient rencontrer quelqu'un de tout à fait différent. Quelqu'un qui avait appris que la meilleure vengeance n'était ni la colère ni la vindicte. C'était le succès qu'ils n'avaient jamais vu venir. Samedi est arrivé avec la pluie typique d'octobre à Seattle, le genre qui rend tout gris et incertain. Je suis resté devant mon placard pendant 20 minutes à débattre de quoi porter. Trop décontracté et il supposerait que je galérais encore. Trop chic et il penserait que je me donnais des grands airs, essayant d'être ce que je n'étais pas. J'ai opté pour une simple robe noire, bien taillée mais discrète, avec les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, celle que ma mère avait prétendu avoir perdue après la mort de grand-mère, mais que j'avais trouvée dans sa boîte à bijoux lors du dîner de Noël il y a 4 ans. Je les avais prises ce soir-là, les glissant dans mon sac à main pendant que tout le monde était distrait par Marcus ouvrant ses cadeaux coûteux. Elles m'appartenaient de toute façon. Grand-mère me les avait promises pour mes 21 ans. Mais d'une manière ou d'une autre, ma mère avait oublié cette promesse, tout comme elle avait oublié beaucoup de promesses au fil des ans. Ces boucles d'oreilles m'avaient accompagné à chaque étape importante depuis lors. L'amour de ma grand-mère cristallisé en 2 perles parfaites qui murmuraient des encouragements quand j'en avais le plus besoin. Le trajet jusqu'au Méridien a pris 40 minutes à travers la circulation de Seattle. 40 minutes pour répéter des conversations qui n'auraient probablement pas lieu. 40 minutes pour me rappeler pourquoi j'étais resté éloigné si longtemps. La dernière fois que j'avais vu mes parents, ma mère m'avait demandé si je prévoyais de le garder. Le bébé, elle voulait dire mon bébé. Comme si Ethan était un problème incommode qui pouvait être résolu avec les bons papiers. Comme si mon enfant était d'une manière ou d'une autre négociable, sujet à leur approbation et à leur convenance. Mon père avait été plus direct. Tu as gâché ta vie, Kate. Et pourquoi? Un type qui ne t'épousera même pas, il n'avait jamais demandé qui était le père. Ne s'était jamais demandé si peut-être la situation était plus compliquée que son esprit critique ne pouvait le comprendre. Il avait juste vu une opportunité de prouver ce qu'il avait toujours cru à mon sujet. Que j'étais faible, irresponsable, destiné à échouer. L'ironie cruelle était que le père n'était pas un type au hasard que j'avais rencontré dans un bar. C'était un homme d'affaires prospère que je fréquentais depuis des mois. Quelqu'un qui avait clairement fait comprendre que les enfants ne faisaient pas partie de son plan quinquennal. Quand je lui ai parlé de la grossesse, il a proposé de payer pour un avortement et a disparu de ma vie dans la semaine. Mais d'une manière ou d'une autre, dans le récit de mon père, c'était moi qui avais fait de mauvais choix. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je prévoyais de partir de toute façon. La grossesse n'avait fait qu'accélérer mon calendrier. J'économisais de l'argent depuis des mois, constituant un fonds d'évasion pendant que je cherchais comment m'extraire de l'entreprise familiale où j'étais sous-évalué et négligé depuis des années. Travailler pour le cabinet de conseil de mon père avait été comme se noyer au ralenti, regarder Marcus s'attribuer le mérite de mes idées, regarder mes contributions être minimisées à chaque tournant. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsqu'une stratégie que j'avais développée pour un client majeur a été présentée par Marcus au conseil d'administration sans mon nom nulle part dans les documents de présentation. La grossesse m'avait donné de la clarté. Je ne pouvais pas élever un enfant dans cet environnement toxique. Je ne pouvais pas laisser mon fils grandir en voyant sa mère être diminuée quotidiennement. Alors, je suis parti, j'ai brûlé les ponts, j'ai recommencé à zéro. Et en recommençant à zéro, j'ai découvert quelque chose de remarquable à propos de moi-même. J'avais un instinct pour les affaires que l'éducation formelle de mon père ne lui avait jamais enseigné. J'avais une intuition des besoins du marché que son expérience en entreprise ne pouvait égaler. J'avais le genre de faim qui ne vient que lorsqu'on construit quelque chose à partir de rien.
J'étais brillante dans le commerce électronique, pas juste bonne, brillante. Dans les 6 mois suivant le lancement de mon entreprise en ligne vendant des produits pour bébés faits à la main, j'avais attiré des clients de tout le pays. En un an, je m'étais étendu aux soins de la peau biologique haut de gamme. La deuxième année, je pénétrais les marchés internationaux. L'entreprise dont ma famille ignorait tout avait généré plus de revenus que le cabinet de conseil de mon père n'en avait jamais vu. Et j'avais fait tout cela tout en élevant un tout petit, travaillant souvent tard dans la nuit après qu'Ethan se soit endormi, construisant quelque chose de beau à partir des cendres de leur rejet. Mais il pensait que je galérais. Il pensait que j'étais probablement à l'aide sociale, vivant probablement dans un appartement délabré, regrettant probablement chaque décision que j'avais prise. L'hypothèse était si complète, si profondément fausse qu'elle en était devenue presque divertissante. Presque. La vérité était que j'avais acheté mon appartement content. La vérité était que mon revenu mensuel dépassait ce qu'il gagnait probablement en un trimestre. La vérité était que j'avais atteint un niveau d'indépendance financière qu'ils ne pouvaient même pas imaginer, et j'avais fait tout cela sans leur aide, leur approbation ou leur connaissance. Je me suis garé dans la zone de service de voiturier du Méridien et j'ai remis mes clés au préposé. Ma voiture était bien, mais pas tapa accent grave l'œil. Une Honda Accord qui consommait peu et avait d'excellentes notes de sécurité. Tout dans ma vie publique était soigneusement calculé pour paraître modeste. Banal. La BMW que j'avais achetée il y a 6 mois restait garée dans le garage privé de mon immeuble. Ce soir pourrait être le soir pour changer cela. Ce soir pourrait être le soir pour leur montrer exactement qui j'étais devenu en leur absence. À travers les fenêtres du sol au plafond du restaurant, je pouvais voir ma famille déjà assise à une table ronde près du fond. Marcus avait exactement la même apparence, se portant toujours avec cette aisance confiante qui venait du fait de ne jamais douter de sa place dans le monde. Jenna était assise à côté de lui, jolie et nerveuse, tripotant sa bague de fiançailles comme si elle n'était pas tout à fait sûre d'avoir sa place dans ce cadre haut de gamme. Mes parents les encadraient comme des serre-livres, ma mère élégante en bleu marine, mon père commandant l'attention même en restant assis immobile. Le tableau était familier, la même dynamique familiale que j'avais fui il y a 3 ans. 3 ans. J'ai pris une grande inspiration, lissé ma robe et marché vers l'entrée. Il était temps de découvrir si quelque chose avait vraiment changé, ou s'ils étaient toujours les mêmes personnes qui m'avaient fait me sentir invisible toute ma vie. Quelque chose me disait que ce dîner allait être plus intéressant qu'aucun de nous ne l'attendait. Quelque chose me disait qu'ils étaient sur le point d'apprendre qui leur fille était devenue quand elle avait arrêté d'essayer de gagner leur amour. L'hôtesse m'a guidé à travers le labyrinthe de nappes blanches et de verres en cristal du restaurant, passant devant des tables de convives bien habillés profitant de leur samedi soir. J'ai senti leurs yeux me suivre, se demandant probablement si j'avais ma place dans un endroit aussi cher. S'ils savaient. J'avais mangé dans des restaurants qui faisaient passer le Méridien pour un dîner de chaîne, dans des villes dont ils n'avaient jamais entendu parler, célébrant des affaires qu'ils ne pouvaient imaginer. L'ironie ne m'échappait pas que j'étais probablement l'une des personnes les plus riches de la salle. Pourtant, tout le monde supposait que j'étais le cas social accompagnant la famille qui pouvait réellement se permettre d'être ici. Ma famille m'a repéré avant que j'atteigne la table. J'ai regardé la séquence d'expressions traverser leur visage, surprise, évaluation, méfiance. Le visage de ma mère a immédiatement adopté ce masque poli qu'elle portait lorsqu'elle rencontrait quelque chose qui ne correspondait pas à ses attentes. Mon père a à peine levé les yeux de son menu, le camouflet délibéré que j'avais anticipé. Marcus s'est levé le premier, sa formation d'avocat se déclenchant automatiquement. Kate, sa voix était soigneusement neutre. Merci d'être venu. Je l'ai serré brièvement dans mes bras, notant comment il se retenait, craignant de montrer trop de chaleur. Il y a 3 ans, nous étions assez proches pour qu'il m'appelle pour des conseils sur les filles, sur le travail, sur les pressions pour être à la hauteur des normes impossibles de papa. Maintenant, il me traitait comme une connaissance lointaine avec qui il était obligé d'être poli. Jenna s'est levée d'un bond ensuite, clairement reconnaissante d'avoir quelqu'un d'autre pour naviguer dans l'attention. Je suis si contente que tu aies pu venir, a-t-elle chuchoté à mon oreille. Cela signifie tout pour Marcus, même s'il ne le dira pas. Ma mère a offert sa joue pour un baiser. Son parfum aussi cher et envahissant que toujours. Chanel numéro 5. Le même parfum qu'elle portait depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Cela me faisait me sentir en sécurité quand j'étais petite. Cette odeur familière quand elle me bordait le soir. Maintenant, cela me rappelait juste toutes les fois où elle était restée là pendant que mon père me démolissait. Son silence plus douloureux que ses mots.
tu as bonne mine, a-t-elle dit, ce qui, je savais, était un code pour « tu as meilleure mine que je ne le pensais ». Traduction, elle s'attendait à ce que j'aie l'air hagard, usé, visiblement en difficulté. Mon père est resté assis, levant à peine les yeux de son menu. C'était son coup de pouvoir, faire venir les gens à lui, leur faire prouver qu'il méritait son attention. Je l'avais vu faire cela à des employés, à des partenaires commerciaux qui avaient besoin de quelque chose de lui. Je n'avais jamais pensé qu'il le ferait à sa propre fille. Mais là encore, j'avais cessé d'être sa fille au moment où j'avais choisi mon propre chemin plutôt que son approbation. Papa. J'ai pris la chaise vide en face de lui, celle la plus éloignée de la corbeille à pain. Même la disposition des places était un message. Le bon enfant, Marcus, était assis à sa droite. La déception, moi, était assise là où elle pouvait être facilement ignorée. Catherine. Il utilisait toujours mon nom complet quand il voulait établir une distance. Plus personne d'autre dans ma vie ne m'appelait Catherine. Pour mes clients, j'étais Kate. Pour mes amis, j'étais Kate. Pour Madame Chen et Ethan, j'étais juste maman. Seul mon père insistait sur la version formelle. Comme si mon nom choisi était trop décontracté, trop présomptueux pour quelqu'un de mon statut dans son esprit. Le silence s'étirait entre nous comme un canyon. 3 ans de mots non dits, de colère inexprimée, de blessures non résolues. Je pouvais sentir le poids de la curiosité des autres convives. La façon dont les conversations aux tables voisines étaient devenues plus calmes alors qu'ils sentaient le drame se dérouler à la nôtre. Jenna a essayé de combler le vide avec un bavardage joyeux sur les projets de mariage, mais même elle pouvait sentir la pression du dysfonctionnement de notre famille peser sur la table comme un poids physique. J'ai commandé un verre du vin de la maison, regardant le sourcil de mon père tressaillir lorsque le serveur a automatiquement supposé que je serais incluse dans l'addition. Ce petit geste, l'hypothèse naturelle du serveur que j'avais ma place ici, semblait l'irriter plus que ma présence réelle. Dans son esprit, j'étais toujours la ratée qui était tombée enceinte et avait disparu. Dans son esprit, je ne pouvais pas me permettre un verre de vin au Méridien. Le vin est arrivé rapidement, un Pinot Grigio décent qui coûtait probablement $20 le verre. Je l'ai siroté lentement, savourant à la fois le goût et l'inconfort évident de mon père à me voir agir comme si j'appartenais à son monde. Alors, a dit ma mère après que nous ayons commandé les entrées, raconte-nous ce que tu as fait. Est-ce que tu travailles? La question était chargée d'hypothèses. Elle s'attendait à entendre parler d'emploi à temps partiel, d'aide gouvernementale, des luttes de la maternité célibataire. Elle s'attendait à la confirmation que quitter la famille avait été le désastre prédit par mon père. Son ton suggérait qu'elle se préparait à de mauvaises nouvelles, à la preuve que j'avais échoué de façon spectaculaire et aurais besoin d'être secouru. J'ai ma propre entreprise, ai-je dit simplement, prenant une autre gorgée de vin qui coûtait probablement plus que ce que mon père pensait que je gagnais en un jour. Ça marche bien. Marcus s'est penché en avant, son intérêt sincère pour la première fois depuis que je m'étais assise. Quel genre d'entreprise? E-commerce. Je vends des produits en ligne. J'ai gardé ma réponse vague, observant les visages de mes parents. L'expression de ma mère suggérait qu'elle pensait que je vendais probablement des bijoux bon marché sur Facebook. Mon père avait l'air de réprimer un sourire narquois, m'imaginant probablement diriger une sorte de système pyramidal ou vendre de l'artisanat sur Etsy. C'est merveilleux, a dit Jenna chaleureusement. Et je pouvais dire qu'elle le pensait vraiment. Est-ce difficile de tout gérer toute seule? Avec le bébé et tout? Le bébé. Ethan avait 2 ans et demi, mais pour eux, il était toujours le bébé. L'erreur, la preuve de mon mauvais jugement. J'ai ressenti cette poussée familière de colère protectrice, l'instinct de maman ours qui m'avait fait traverser les jours les plus sombres après mon départ. Mais j'ai gardé une voix égale. Il s'appelle Ethan. Et non, ce n'est pas difficile. Nous avons une bonne routine. Où est-il ce soir? A demandé ma mère, comme si elle se souvenait soudainement qu'elle avait un petit-fils qu'elle n'avait jamais rencontré. La question est sortie guindée, inconfortable, comme si elle posait des questions sur l'enfant d'un étranger par politesse. Avec une baby-sitter. Je n'ai pas élaboré. Il ne méritait pas de détails sur Madame Chen, sur la façon dont elle était devenue plus une famille pour Ethan en 2 ans que ces gens ne l'avaient été pour moi en 32. Il n'avait pas besoin de savoir pour les histoires du soir, les biscuits faits maison et le genre d'amour inconditionnel qu'il n'avait jamais appris à donner. Les entrées sont arrivées, créant une distraction temporaire. Huîtres pour mes parents, croquettes de crabe pour Marcus et Jenna.
Rien pour moi. Je n'avais rien commandé, en partie parce que je n'avais pas faim, et en partie parce que je voulais voir comment la soirée se déroulerait avant de m'engager à rester pour plusieurs plats. La dynamique familière s'affirmait déjà. Eux mangeant de la nourriture chère pendant que je regardais, le rappel subtil que j'étais ici par tolérance, pas par droit. Mon père s'est raclé la gorge. Le son qui précédait toujours ses déclarations. J'espère que tu es responsable avec tes finances, Catherine. Les enfants coûtent cher, surtout quand on est seul. C'était là. L'hypothèse que je galérais, gardant à peine la tête hors de l'eau. La certitude que j'avais besoin de sa sagesse, de ses conseils, de son aide conditionnelle. J'ai souri, prenant une autre gorgée de vin. Je gère très bien, merci. Vraiment ? Sa voix portait ce ton familier et condescendant qui me donnait envie de disparaître sous la table. Les mères célibataires font face à des défis uniques. Si tu as besoin d'aide, il y a des programmes. Programmes, aide gouvernementale, charité. Dans son esprit, c'était là que j'avais ma place. C'était ce qui arrivait aux filles qui ne suivaient pas le script, qui tombaient enceintes sans permission, qui avaient l'audace de s'éloigner de l'argent et du contrôle de la famille. Il me classait déjà mentalement avec les gens dont il parlait à son country club, ceux qui avaient besoin d'aide parce qu'ils ne pouvaient pas gérer leur propre vie. J'ai posé mon verre de vin et croisé son regard directement. Je n'ai pas besoin d'aide. Les mots sont sortis plus bas que je ne l'avais prévu, mais ils portaient du poids. Je m'en sors mieux que tu ne le penses. Il a ri, le son tranchant et méprisant. Kate, je sais que tu essaies de sauver la face, mais il n'y a pas de honte à admettre quand on est dépassé. La fierté ne paie pas le loyer. C'est à ce moment-là que le serveur est apparu à côté de notre table avec le porte-addition, et tout a changé. Le timing du serveur était parfait, comme si l'univers avait chorégraphié ce moment pour un impact maximal. Le porte-addition en cuir noir a atterri sur la table avec un bruit sourd, et j'ai regardé la main de mon père bouger vers lui automatiquement. C'était son rituel, son moment de contrôle. L'homme qui payait était l'homme aux commandes, celui qui détenait le pouvoir, qui pouvait accorder ou refuser son approbation en fonction de son évaluation de qui méritait sa générosité. Mais avant que ses doigts ne puissent toucher le cuir, il a levé les yeux vers le serveur et a dit assez fort pour que les tables voisines entendent, « Celle-là n'est pas sur notre note. » Il m'a pointé du doigt avec désinvolture, comme si j'étais une étrangère qui s'était approchée et assise sans invitation, comme si j'étais une sorte de cas social qui avait trop présumé en commandant un verre de vin en sa présence. Le silence a été immédiat et complet. Même le bruit ambiant du restaurant a semblé s'estomper alors que les conversations aux tables voisines s'arrêtaient au milieu d'une phrase. Le visage de Jenna est devenu cramoisi, sa main volant pour couvrir sa bouche sous le choc. Marcus fixait ses genoux, ses épaules rigides de gêne. Ma mère examinait sa manucure avec une fascination soudaine, de la même manière qu'elle avait toujours évité de me regarder quand mon père prononçait ses jugements les plus durs. Le serveur, à son crédit, a gardé une expression professionnellement neutre, bien que j'aie surpris le léger resserrement autour de ses yeux qui suggérait qu'il avait déjà été témoin de ce genre de drame familial. Pendant 3 battements de cœur, je me suis senti à nouveau comme à 15 ans, debout dans la cuisine pendant que mon père expliquait à mon tuteur de maths qu'il ne paierait pas pour des séances supplémentaires parce que Kate doit apprendre que les conséquences suivent les choix. Me sentant petite et honteuse et d'une manière ou d'une autre responsable de ma propre diminution. Le poids familier de l'humiliation s'est installé sur mes épaules comme un manteau lourd que j'avais porté trop de fois auparavant. Mais je n'avais plus 15 ans. Et je n'étais pas la femme brisée qui avait fui cette famille il y a 3 ans avec rien d'autre que sa dignité et un bébé grandissant en elle. J'avais passé ces 3 années à construire quelque chose d'extraordinaire, créant une vie qui les choquerait s'ils connaissaient la vérité. J'avais passé des nuits blanches à travailler pendant qu'Ethan dormait, transformant mon désespoir en détermination, mon rejet en carburant de fusée. J'ai souri. Pas le sourire serré d'excuses que j'offrais quand mon père m'humiliait en public. Un vrai sourire, chaleureux et sincère et complètement inattendu. Le genre de sourire qui suggérait que je savais quelque chose qu'ils ignoraient, ce qui, il s'est avéré, était absolument le cas. Il a tout à fait raison, ai-je dit au serveur, ma voix portant clairement dans l'espace feutré autour de notre table. Je devrais régler ma propre part. Le serveur a hoché la tête, clairement soulagé d'avoir une direction dans ce qui devenait une situation de plus en plus inconfortable. Dois-je apporter des notes séparées alors ? Ce ne sera pas nécessaire. J'ai ouvert mon sac à main et sorti ma carte de crédit. Celle en métal noir qui faisait toujours regarder les serveurs à 2 fois.
Celle qui venait avec des avantages dont je n'avais jamais rêvé quand je grattais l'argent pour les courses il y a 3 ans. Je vais régler la totalité de la note. En fait, sauf sa part. J'ai fait un geste vers mon père avec le même mépris désinvolte qu'il m'avait témoigné. Il peut s'occuper de la sienne. Vous savez ce qui est drôle avec les dynamiques familiales? Elles sont construites sur l'hypothèse que tout le monde continuera à jouer ses rôles assignés pour toujours. L'enfant responsable reste responsable. La déception reste décevante. L'homme avec l'argent garde tout le pouvoir. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un décide de réécrire son rôle? Que se passe-t-il quand la déception familiale s'avère être la réussite familiale que personne n'avait vu venir? Le visage de mon père est passé par plusieurs changements de couleur, s'installant quelque part entre la confusion et l'outrage. Ce n'était pas comme ça que le script était censé se dérouler. Il était censé payer la note, démontrer son autorité, rappeler à chacun sa place dans la hiérarchie. J'étais censé accepter son jugement, peut-être proposer de payer ma petite part avec les quelques billets froissés que je pourrais gratter dans mon sac à main. Kate, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu m'as appris, ai-je répondu, signalant au serveur d'apporter le lecteur de cartes. Je prends soin de mes propres responsabilités. Marcus a essayé d'intervenir, ses instincts d'avocat se déclenchant pour désamorcer la situation. C'est ridicule. Papa était juste en train de... Il cherchait des mots qui rendraient cela moins horrible que ça ne l'était. Il n'y en avait pas. Parce que ce que mon père avait fait n'était pas juste être pratique ou protecteur. C'était une humiliation délibérée conçue pour me remettre à ma place devant ses témoins choisis. Clair sur les limites, ai-je fini pour lui. Ce que j'apprécie. Cela élimine toute confusion sur les attentes. Le serveur est revenu avec la note détaillée par siège. Je l'ai scanné rapidement. 347 $ pour 5 personnes, pourboire non inclus. La part de mon père était de 127 $ pour son steak, son entrée et 3 verres de leur deuxième vin le plus cher. J'ai tendu ma carte au serveur avec un billet de 20 $ plié. Un petit pourboire pour avoir géré ce qui devenait évidemment une situation très gênante avec une grâce professionnelle. Tout sauf le siège 4, ai-je instruit calmement. Et gardez la monnaie sur ce que vous me facturez. Le billet de 20 $ était son pourboire pour avoir géré une situation gênante avec grâce. Le paiement par carte serait de 220 $ plus un pourboire substantiel sur la facture globale. Mon père pouvait se débrouiller avec sa propre situation de pourboire. Pendant que nous attendions que le paiement soit traité, la table était plongée dans un silence stupéfait. Je pouvais pratiquement entendre les recalculs mentaux se produire autour de moi. Comment payais-je pour un dîner aussi cher? D'où venait cette confiance? Qui était cette femme qui ressemblait à leur Kate mais agissait comme quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré? Le serveur est revenu, m'a rendu ma carte avec le genre d'efficacité respectueuse qui vient de la reconnaissance d'un client qui ne se soucie pas de l'argent, et a laissé le porte-addition en cuir contenant la part de mon père assis devant lui comme un petit monument noir au karma. Catherine, a dit mon père, la voix serrée par une colère contrôlée. C'est inutile. Vraiment? J'ai remis ma carte dans mon portefeuille. Mouvement délibéré et calme. Parce que ça me semble assez nécessaire. Tu as été clair sur ta position. Je réponds de manière appropriée. Le truc avec la construction d'un empire en secret, c'est que chaque petite victoire semble amplifiée quand personne n'en est témoin. Il y a 3 ans, je vérifiais mon solde bancaire de manière obsessionnelle, calculant si je pouvais me permettre des courses et des couches la même semaine. Il y a 18 mois, j'avais signé mon premier contrat à 6 chiffres et célébré seul dans mon appartement avec des plats thaïlandais à emporter et du cidre pétillant parce que j'allaitais encore Ethan. L'ironie ne m'a pas échappé que ma famille était en bas en train de se disputer sur mes échecs pendant que j'étais en train de trinquer à mon succès dans la solitude. Il y a 6 mois, j'avais atteint les 7 chiffres de revenus annuels et je m'étais acheté une BMW pour marquer cette étape. Je l'avais conduite exactement 3 fois et seulement tard le soir quand j'étais sûr qu'aucun voisin ne me reconnaîtrait. La voiture était garée dans le garage privé de mon immeuble comme un beau secret, attendant le bon moment pour faire ses débuts. Ce moment semblait plus proche maintenant qu'il ne l'avait jamais été auparavant. L'entreprise avait commencé comme un désespoir déguisé en entrepreneuriat. J'étais enceinte de 5 mois, au chômage et brûlant rapidement mes économies quand j'avais remarqué à quel point les produits biologiques pour bébés étaient chers. Plus précisément, à quel point la plupart d'entre eux étaient majorés et mal fabriqués. Les grandes marques facturaient des prix premium pour des produits contenant les mêmes ingrédients synthétiques que leurs homologues bon marché, juste avec un emballage plus sophistiqué et des allégations marketing sur le fait d'être naturel.
J'avais commencé à expérimenter dans la minuscule cuisine de mon appartement, fabriquant des savons et des lotions sans produits chimiques, initialement juste pour mon propre usage. La première vente s'est produite presque par accident. Une maman à mon cours de yoga prénatal avait complimenté le savon que j'avais apporté pour partager dans la salle de bain commune. « Où as-tu eu ça ? Ça sent incroyablement bon et ma peau n'a pas d'éruption. » Quand j'avais mentionné le faire moi-même, elle avait insisté pour acheter 5 barres. Puis elle l'avait dit à sa sœur, qui l'avait dit à ses voisins, qui avaient commencé à passer des commandes via des messages Facebook. Le mot s'est répandu dans les réseaux de mamans de Seattle comme une traînée de poudre. Soudain, j'avais des femmes traversant la ville pour acheter du savon à une femme enceinte travaillant dans sa cuisine. En 3 mois, j'avais dépassé la capacité de ma cuisine et je louais un espace dans une cuisine commerciale le week-end. En 6 mois, j'avais loué un petit espace commercial et embauché ma première employée, une jeune femme nommée Sarah, récemment diplômée de l'Université de Washington avec un diplôme en chimie et qui ne trouvait pas de travail dans son domaine. Au premier anniversaire d'Ethan, j'expédiais dans 12 États et recevais des appels de grands détaillants qui avaient entendu parler de mes produits par des relations dans l'industrie. La véritable percée est venue lorsqu'une blogueuse lifestyle avec 2 millions de followers avait présenté mes produits dans un article « Beauté propre pour nouvelle maman ». Elle avait commandé une boîte d'échantillons sur un coup de tête, n'attendant rien de spécial, et avait fini par présenter mon nettoyant pour bébé à la lavande comme son premier choix du mois. Les commandes avaient explosé du jour au lendemain. J'étais passé du traitement de 50 commandes par semaine à 500 commandes par jour. Ma petite opération s'était transformée en un système de traitement sophistiqué presque du jour au lendemain, et j'avais dû me démener pour tout mettre à l'échelle tout en maintenant la qualité qui m'avait fait remarquer en premier lieu. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'avais un véritable talent pour la stratégie commerciale. Pas le genre théorique qu'ils enseignaient à l'école de commerce, mais la compréhension pratique et intuitive des marchés et de la psychologie du client qui ne pouvait pas être apprise dans les manuels. Je comprenais ce qui motivait les mères occupées à dépenser des prix premium pour des produits qui promettaient de leur faciliter la vie. Je savais comment positionner ma marque comme premium sans être prétentieuse, accessible sans être bon marché. La femme qui m'avait catalogué comme un échec avait construit quelque chose d'extraordinaire pendant qu'il ne faisait pas attention, et chaque mois apportait de nouvelles étapes qui prouvaient que l'évaluation de mon potentiel par mon père avait été spectaculairement fausse. J'avais récemment conclu un accord pour fournir mes produits à une chaîne nationale d'épicerie biologique. Le contrat valait à lui seul plus que ce que le cabinet de conseil de mon père gagnait en une année typique. Mais je l'avais gardé secret, délibérément. Stratégiquement secret. J'avais appris tôt que la dynamique de ma famille exigeait que je sois moins prospère que Marcus, moins accompli que mes parents ne l'attendaient, moins menaçante pour leur hiérarchie établie. Quand j'avais brièvement essayé d'exceller dans ma vingtaine en travaillant au cabinet de mon père, la réponse avait été rapide et décourageante. Le crédit de mes idées allait ailleurs. Mes initiatives étaient enterrées. Mes contributions étaient minimisées lors de réunions où mon père présentait mes stratégies comme ses propres idées. Alors, j'avais construit ma nouvelle vie comme un univers parallèle, complet et prospère, et complètement invisible pour eux. Mon appartement à Queen Anne semblait modeste de l'extérieur, mais avait été vidé et redessiné avec le genre de détails qui coûtent beaucoup d'argent. Des armoires personnalisées fabriquées à la main par des artisans de Portland. Des parquets en bois dur fabriqués à partir de bois récupérés qui coûtaient plus cher au mètre carré que les voitures de la plupart des gens. Une cuisine qui aurait pu figurer dans des magazines d'architecture équipés d'appareils de qualité professionnelle que je savais réellement utiliser. La chambre d'Ethan était une étude du luxe discret. Tout en coton biologique. Un berceau artisanal fabriqué par des artisans du Vermont. Des jouets éducatifs qui encourageaient la créativité et la pensée indépendante. Il grandissait entouré de beauté, de qualité et d'amour inconditionnel. Tout ce que j'avais voulu enfant mais rarement reçu. Son fonds universitaire avait déjà plus d'argent que la plupart des adultes n'en avaient sur leur compte de retraite. Et il n'avait même pas encore 3 ans. Et pourtant, quand ma famille me regardait, ils voyaient l'échec. Ils voyaient l'exemple à ne pas suivre, l'exemple de ce qui arrivait quand on ne suivait pas le chemin approuvé. Ils voyaient quelqu'un qui avait besoin d'être secouru, quelqu'un qui reviendrait probablement en rampant avec des excuses et des demandes d'aide. Ils n'avaient aucune idée que j'étais celle en position d'offrir de l'aide maintenant, s'ils avaient un jour été assez humbles pour la demander. L'ironie était délicieuse. Alors qu'ils imaginaient mes difficultés, je résolvais des problèmes qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. Alors qu'ils supposaient que je survivais à peine, je prospérais d'une manière qui les choquerait.
Alors qu'ils m'avaient rayé de leur vie, j'écrivais ma propre histoire, et c'était un best-seller qu'ils n'avaient jamais vu venir. Assise au Méridien, regardant mon père tâtonner avec sa part de l'addition comme un homme à qui on n'avait jamais demandé de payer son propre repas, j'ai ressenti la satisfaction d'un plan mûri depuis 3 ans, se concrétisant enfin. Ce dîner ne consistait pas seulement à célébrer les fiançailles de Marcus. Il s'agissait de tester si quelque chose avait changé, s'ils avaient appris quelque chose de mon absence, s'ils étaient capables de me voir autrement que comme leur idée prédéterminée de qui j'étais censé être. La réponse était clairement non, ce qui signifiait qu'il était temps pour eux d'apprendre quelque chose de nouveau sur la fille qu'ils croyaient connaître. Il était temps de leur montrer ce qui se passe quand on sous-estime quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et tout à prouver. Le serveur avait discrètement retiré le porte-addition en cuir de mon père après qu'il y eut finalement mis sa carte à contre-cœur avec la raideur d'un homme accomplissant un acte contre nature. Le processus de paiement avait pris plus de temps que d'habitude, probablement parce qu'il avait été forcé de calculer son propre pourboire pour la première fois depuis des années. Je l'ai regardé lutter avec les mathématiques de la gratification appropriée, clairement mal à l'aise avec le concept de gérer ses propres obligations financières au restaurant. Les vieilles habitudes ont la vie dure quand on est habitué à être la seule autorité financière à chaque table, celui qui tient les cordons de la bourse et par extension le sentiment d'appartenance de tout le monde. Marcus s'est raclé la gorge, essayant de restaurer un semblant de normalité à la soirée qui s'était tellement écartée du script que c'était pratiquement de l'art de la performance. Alors Kate, l'entreprise dont tu parlais, qu'est-ce que tu vends exactement en ligne? J'ai apprécié qu'il demande sincèrement, pas juste pour faire la conversation pour combler le silence inconfortable. Marcus avait toujours été le membre de la famille le plus capable de me voir comme une personne réelle plutôt que comme un problème en forme de déception à gérer. Même maintenant, avec une tension assez épaisse pour être coupé au couteau, il essayait de combler le fossé que notre père venait d'élargir de façon exponentielle. Des produits biologiques pour bébés et des soins de la peau, ai-je dit. J'ai commencé avec des savons et des lotions et je me suis développé à partir de là. Ma mère s'est animée avec le genre d'intérêt qu'elle réservait habituellement aux potins ou aux annonces de soldes chez Nordstrom. Oh, c'est gentil, ma chérie. Comme un petit passe-temps artisanal qui rapporte un peu d'argent de poche. Un passe-temps artisanal. De l'argent de poche supplémentaire. Les mots ont atterri exactement là où elle le voulait, minimisant mon travail en quelque chose de pittoresque et inoffensif, quelque chose qui ne menacerait pas l'ordre établi du succès familial, quelque chose qui pourrait être rejeté aussi facilement qu'il était reconnu. J'ai ressenti cette poussée familière de colère, mais c'était différent maintenant. Plus propre, plus concentré, plus utile. Quelque chose comme ça, ai-je dit en prenant une dernière gorgée de vin. Mon père avait été inhabituellement calme depuis l'incident de l'addition, mais maintenant il semblait retrouver un peu de sa présence imposante habituelle. Il a redressé ses épaules et m'a fixé avec le regard qui me donnait envie de ramper sous les meubles quand j'étais petite. Eh bien, au moins tu essaies d'être productive. C'est plus que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Plus que ce à quoi il s'attendait. De la femme qui avait obtenu son diplôme summa cum laude de l'Université de Washington. De la personne qui avait construit une division rentable dans son entreprise avant qu'il ne sape systématiquement ses contributions. De la fille qui avait créé quelque chose d'extraordinaire à partir de rien tout en élevant un enfant seul. Plus que ce à quoi il s'attendait. La cruauté désinvolte de cela était époustouflante, et pourtant d'une manière ou d'une autre exactement ce que je savais qui allait arriver. Jenna semblait sentir les courants sous-jacents menaçant de torpiller ce qui était censé être une célébration. Voudriez-vous voir la bague de près? A-t-elle demandé en tendant sa main gauche à travers la table. Marcus l'a choisie lui-même. La bague était magnifique, un solitaire classique qui captait parfaitement l'éclairage ambiant du restaurant. C'était aussi exactement le genre de bague que j'aurais choisi pour moi-même si j'avais été le genre de femme qui avait besoin que quelqu'un d'autre choisisse ses bijoux. Elle est ravissante, ai-je dit, et je le pensais. Quand est le mariage? Au printemps prochain, a répondu Marcus. Mais, probablement. Nous regardons les lieux maintenant. Le Fairmont Olympique est notre premier choix, a ajouté ma mère. Mais ils sont complets presque 2 ans à l'avance. Nous devrons peut-être être créatifs. Nous, pas eux. Ma mère s'était insérée sans heurts dans la planification du mariage de Marcus et Jenna. De la même manière qu'elle s'était insérée dans chaque décision majeure que mon frère avait jamais prise. La façon dont elle avait essayé de s'insérer dans ma vie jusqu'à ce que je rende cela impossible en déménageant, en changeant mon numéro de téléphone et en construisant des murs trop hauts pour que sa portée manipulatrice ne puisse les escalader.
Je suis sûr que vous trouverez quelque chose de parfait, ai-je dit. Les mariages de printemps sont magnifiques. Le serveur est revenu pour débarrasser nos verres de vin vides et demander pour le dessert. Mon père l'a renvoyé d'un geste impatient, clairement prêt à mettre fin à cette soirée qui s'était tellement éloignée de ses attentes. Juste l'addition, a-t-il commencé à dire, puis s'est arrêté, se rappelant que l'addition avait déjà été gérée par moi. Celle qui ne pouvait supposément pas payer son propre dîner, celle qui était censée être reconnaissante pour toutes les miettes d'acceptation qu'il choisissait de lui jeter. J'ai reculé de la table, rassemblant mon sac à main. Je devrais y aller. Madame Chen garde Ethan, et je n'aime pas abuser trop tard les soirs de week-end. Madame Chen ? A demandé ma mère, sa voix portant ce ton particulier qu'elle utilisait lorsqu'elle rencontrait des informations qui ne correspondaient pas à ses préjugés. Ma voisine, elle est merveilleuse avec lui. Plus une figure de grand-mère que. Je me suis tu, les laissant remplir les blancs sur leur propre absence de la vie de leur petit-fils. Sur leur choix de rayer leur unique petit enfant avec la fille qui les avait déçus. Sur l'amour et la connexion qu'ils avaient perdus au service de leur propre fierté obstinée. Marcus s'est levé comme moi, ses instincts d'avocat se déclenchant à nouveau. Kate, c'était. Je suis content que tu sois venu. Peut-être qu'on pourrait prendre un café un de ces jours, juste tous les deux. J'ai considéré la chose. Marcus n'avait pas choisi la dynamique qui m'avait repoussé. Il en avait bénéficié certainement, mais il avait aussi été façonné par le même système qui m'avait diminué. Les mêmes parents qui lui avaient appris que l'amour était conditionnel, que l'acceptation devait être gagnée, que la loyauté familiale signifiait ne jamais remettre en question la hiérarchie établie. Peut-être y avait-il de la place pour reconstruire quelque chose de réel entre nous, quelque chose qui existait en dehors du cadre toxique créé par nos parents. J'aimerais bien, ai-je dit. Demande à Jenna de m'envoyer ton numéro par SMS. Le mien a changé. Je les ai serrés tous les deux dans mes bras pour dire au revoir, j'ai embrassé la joue de ma mère pour la forme, et j'ai fait un signe de tête à mon père, qui est resté assis, traitant toujours le changement de pouvoir inattendu de la soirée, essayant toujours de concilier la fille qu'il avait rayée avec la femme qui venait de payer le dîner sans transpirer, se demandant toujours comment le script avait été réécrit sans sa permission. Catherine, a-t-il appelé alors que j'atteignais le bord de la salle à manger. Je me suis retournée, curieuse, malgré moi. Curieuse de voir s'il était capable de croissance, de reconnaissance, de quoi que ce soit s'approchant d'une véritable connexion humaine. Ta voiture. As-tu besoin? Rentres-tu en sécurité? Pendant juste un moment, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude paternelle. Ou peut-être était-il juste inquiet de la responsabilité s'il me laissait partir si j'avais bu. Ou peut-être pêchait-il des informations sur ma situation actuelle, essayant de jauger si la femme confiante qui venait de prendre le contrôle de la soirée était durable ou juste une performance temporaire. Quoi qu'il en soit, c'était la chose la plus proche de l'attention qu'il avait montrée toute la soirée. Je vais parfaitement bien, papa. Merci de demander. J'ai marché vers la sortie, sentant leurs yeux me suivre comme des projecteurs. Il y a 3 ans, j'avais quitté leur maison brisée et honteuse, convaincu d'avoir ruiné ma vie avec une décision impulsive. Ce soir, je quittais le Méridien comme la femme qui avait payé leur dîner pendant qu'ils étaient assis là à recalculer tout ce qu'ils croyaient savoir sur moi. La transformation était complète, même s'ils ne la comprenaient pas encore. La station de voiturier était occupée, d'autres convives réclamant leur voiture pour la soirée. J'ai remis mon ticket et attendu, respirant l'air vif d'octobre de Seattle et regardant le restaurant à travers ses fenêtres du sol au plafond. À travers la vitre, je pouvais voir ma famille toujours à table, disséquant probablement les 2 dernières heures comme un dossier juridique, essayant probablement de comprendre comment leur récit sur mes échecs avait été si complètement bouleversé. C'est à ce moment-là que j'ai entendu mon nom être appelé depuis la station de voiturier, et j'ai réalisé que la soirée était sur le point de devenir beaucoup plus intéressante. Kate Thompson. La voix du voiturier a coupé l'air du soir, et je me suis retourné pour le voir s'approcher avec des clés à la main. Mais ce n'étaient pas les clés de ma Honda Accord. C'était le porte-clés distinctif de ma BMW. La voiture que j'avais conduite exactement 3 fois depuis son achat il y a 6 mois. La voiture qui était restée dans le garage de mon immeuble comme un beau secret, attendant le bon moment pour faire ses débuts. J'avais pris une décision quelque part entre le dessert et l'humiliation de mon père. J'avais appelé le service de conciergerie de mon immeuble pendant ces quelques minutes où tout le monde était distrait par le drame de l'addition, prenant des dispositions pour qu'il livre ma vraie voiture au stand de voiturier du Méridien.
Parfois, l'univers vous offre un timing parfait et vous seriez stupide de ne pas en profiter. Merci, ai-je dit, acceptant les clés avec le calme de quelqu'un qui possédait exactement ce genre de voiture. Parce que c'était le cas. La BMW X5 2023 bleu minuit était à moi. Acheté content avec les revenus d'un seul mois. Je l'avais acheté le jour où j'avais atteint mon premier million de ventes annuelles, une célébration tranquille dont personne n'avait été témoin à part moi. Le voiturier a amené la voiture, et j'ai entendu la brusque inspiration derrière moi. Ma famille m'avait apparemment suivi dehors, probablement pour continuer l'analyse post-mortem qu'ils avaient commencé à table. Ils se tenaient en groupe près de l'entrée du restaurant, et je pouvais sentir leur choc rayonner à travers le parking comme la chaleur d'un fourneau. « C'est la tienne ?» a demandé Marcus, sa voix portant une note que je n'avais jamais entendue auparavant. Pas de la condescendance, pas de la pitié, mais une véritable surprise mêlée à quelque chose qui aurait pu être du respect. La BMW brillait sous les lumières du parking, chaque surface reflétant le genre de soin qui venait avec un nettoyage professionnel. Le genre d'attention aux détails qui suggérait que son propriétaire avait à la fois de l'argent et des standards. J'ai ouvert la porte du conducteur et me suis retourné vers ma famille. Tous debout là comme des statues essayant de traiter des informations qui ne correspondaient pas à leur récit soigneusement construit. C'est le cas. Je me suis glissé sur le siège conducteur, ajustant les rétroviseurs que j'avais déjà ajustés parfaitement il y a des mois. Merci pour le dîner. C'était instructif. Mon père s'est avancé, son visage une carte de confusion et quelque chose qui aurait pu être une prise de conscience naissante. Catherine, comment as-tu? Qu'est-ce que c'est exactement cette entreprise à toi? Pendant 3 ans, il avait supposé que je galérais. Pendant 3 ans, il m'avait imaginé survivre à peine, prenant probablement l'aide gouvernementale, regrettant certainement chaque choix qui m'avait éloigné de son approbation conditionnelle. La BMW devant lui forcer un recalcul fondamental de tout ce qu'il croyait savoir sur ma situation. E-commerce, ai-je dit simplement, la même réponse que j'avais donnée à l'intérieur du restaurant. Produits biologiques pour bébés. Ça marche bien. Ça marche bien. La voix de ma mère était plus aiguë que d'habitude. Le ton qu'elle utilisait quand la réalité ne correspondait pas à ses attentes. Kate, cette voiture coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un an. J'ai démarré le moteur, le ronronnement sophistiqué de la BMW remplissant l'espace entre nous. Certaines personnes gagnent plus que d'autres ne le réalisent, maman. À travers le pare-brise, je pouvais voir Jenna chuchoter avec urgence à Marcus, essayant probablement de comprendre si c'était réel ou une performance élaborée. Mon père restait figé, luttant clairement pour concilier la fille qu'il avait rayée avec la femme qui venait de payer le dîner sans hésitation et qui s'éloignait maintenant dans une voiture qui coûtait plus cher que son salaire annuel. Catherine. Sa voix portait une note de commandement qui avait l'habitude de me faire arrêter tout ce que je faisais pour prêter attention. Ce soir, cela semblait juste désespéré. Nous devons parler. Vraiment? J'ai mis la voiture en mode conduite, sentant le poids satisfaisant de l'ingénierie allemande répondre à mon toucher. Parce qu'il semble que vous avez déjà dit tout ce que vous vouliez dire. La blessure sur son visage était visible même sous l'éclairage du parking, mais c'était le genre de blessure qui venait du fait d'avoir sa vision du monde remise en question, pas d'un véritable remords. Il avait construit toute sa relation avec moi sur la fondation de mon prétendu échec, mon besoin de ses conseils et de son approbation. La BMW menaçait d'effondrer cette fondation entièrement. « Appelle-moi » a dit Marcus doucement. « S'il te plaît. » J'ai hoché la tête vers lui, le seul qui avait montré une chaleur sincère ce soir. « Je le ferai. » En m'éloignant du méridien, je pouvais les voir dans mon rétroviseur, toujours debout sur le parking comme des gens qui avaient été témoins de quelque chose d'impossible. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement, probablement ma mère essayant d'appeler, mais j'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Ils avaient eu 3 ans pour se demander comment j'allais. Ils pouvaient attendre un peu plus longtemps pour l'explication complète. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous, et faites-moi savoir si vous avez déjà eu un moment où vous avez pu prouver aux sceptiques qu'ils avaient tort. Le trajet de retour a pris 20 minutes, mais cela ressemblait à un tour d'honneur. Chaque kilomètre entre le méridien et mon appartement à Queen Anne était un kilomètre plus loin des gens qui n'avaient jamais cru en moi, et plus proche de la vie que j'avais construite sans leur aide ni leur approbation. La BMW gérait les collines de Seattle comme si elle avait été conçue pour elle, ce qui était probablement le cas. Madame Chen était encore réveillée quand je suis arrivé pour récupérer Ethan,
malgré leur tardive. Elle m'a jeté un coup d'œil et a souri, le sourire complice de quelqu'un qui avait élevé des enfants et des petits-enfants, et avait développé d'excellents instincts pour savoir quand les choses s'étaient bien ou mal passées. « Bon dîner ?» a-t-elle demandé en me tendant le sac de nuit d'Ethan. « Dîner intéressant », ai-je répondu en vérifiant mon fils endormi dans sa chambre d'amis. Il avait l'air paisible, complètement inconscient que sa mère venait de démanteler 3 ans d'hypothèse familiale en une seule soirée. « Merci de l'avoir gardé. Toujours un plaisir. C'est un bon garçon. » Madame Chen m'a raccompagné à sa porte, puis a marqué une pause. « Cathy, j'ai vu la belle voiture en bas. Très jolie. » Bien sûr qu'elle l'avait vue. Madame Chen remarquait tout ce qui se passait dans notre immeuble. Elle connaissait probablement mon succès commercial avant que je ne l'ai pleinement réalisé moi-même, juste en observant les camions de livraison et la qualité des vêtements d'Ethan et le fait que je ne semblais jamais stressé par l'argent bien qu'étant mère célibataire. « Merci », ai-je dit. J'ai pensé qu'il était temps d'arrêter de se cacher. Elle a tapoté mon bras avec une affection maternelle. Se cacher est pour les gens qui ont fait du mal. Le succès doit être célébré. De retour dans mon appartement, j'ai installé Ethan dans son berceau et vérifié mon téléphone. Cet appel manqué de ma mère, 3 de mon père, et une série de SMS de plus en plus frénétiques qui commençaient par la confusion et progressaient vers des demandes d'explications. La transformation de méprisant à désespéré avait pris moins d'1 heure. Je me suis versé un verre de vin et j'ai ouvert mon ordinateur portable, affichant mon tableau de bord professionnel par habitude. Les chiffres étaient aussi beaux que toujours. Des commandes affluant de 12 pays. Des flux de revenus qui feraient passer le cabinet de conseil de mon père pour un stand de limonade. Des projections de croissance suggérant que j'aurais besoin d'agrandir mon espace d'entrepôt à nouveau avant le printemps. La ligne de produits pour bébé n'avait été que le début. En 18 mois, je m'étais étendu aux soins de la peau biologique haut de gamme, ciblant les mères aisées qui voulaient la même qualité pour elles-mêmes que celle qu'elles exigeaient pour leurs enfants. Les marges bénéficiaires étaient exceptionnelles, et le marketing de bouche à oreille s'était avéré plus efficace que n'importe quelle campagne publicitaire que j'aurais pu concevoir. Il y a 6 mois, j'avais lancé une 3e ligne de produits, des produits de luxe durables pour les consommateurs soucieux de l'environnement, literie en coton biologique, ustensiles de cuisine en bambou, tout sourcé éthiquement et commercialisé auprès de gens qui avaient de l'argent et une conscience à parts égales. Les commandes affluaient plus vite que je ne pouvais les satisfaire. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Marcus qui appelait de son propre numéro au lieu de laisser nos parents monopoliser la conversation. Kate, sa voix était prudente, comme s'il parlait à quelqu'un qui pourrait s'enfuir s'il disait la mauvaise chose. « On peut parler ? On parle maintenant. Je veux dire, vraiment parler. Pas avec maman et papa surveillant chaque mot. Juste toi et moi. » J'ai considéré la chose. Marcus avait toujours été pris au milieu du dysfonctionnement de notre famille, bénéficiant du traitement préférentiel tout en me regardant être systématiquement diminué. Peut-être qu'il était temps de découvrir s'il était capable de voir la situation clairement maintenant que la dynamique de pouvoir avait changé si radicalement. « Café demain ?» ai-je suggéré. Il y a un endroit à Capitole, il appelait analogue. 14 heures, je serai là. Il a fait une pause puis a ajouté, ce soir. Je n'avais aucune idée de tout ça. Je sais. Et je le savais. Marcus avait été autant un produit du favoritisme de nos parents que j'avais été une victime de celui-ci. Il n'avait jamais demandé à être l'enfant chéri, pas plus que je n'avais demandé à être la déception. On parlera demain. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon en regardant les lumières de la ville, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Pendant 3 ans, j'avais construit cette vie en secret, créant un succès qu'ils ne pouvaient pas diminuer parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ce soir, je leur avais enfin montré qui j'étais devenu, et leur réaction avait été tout ce que j'avais espéré et plus encore. La blessure sur le visage de mon père quand il avait vu la BMW n'était pas le genre de blessure qui venait de la perte d'un enfant. C'était la blessure d'un homme découvrant que ses hypothèses fondamentales sur le monde étaient fausses. Il avait construit tout son sentiment de supériorité sur la fondation de mon prétendu échec. Et je venais de démolir cette fondation avec une seule voiture. Les appels téléphoniques frénétiques de ma mère n'étaient pas motivés par l'inquiétude maternelle. C'étaient les tentatives désespérées de quelqu'un essayant de reprendre le contrôle d'un récit qui lui avait échappé. Elle avait passé 3 ans à raconter à ses amis l'histoire de sa fille à problème, celle qui était tombée enceinte et avait disparu. Maintenant,
elle allait devoir expliquer pourquoi cette fille à problème conduisait une voiture qui coûtait plus cher que la maison de la plupart des gens. L'ironie était parfaite. Ils m'avaient rayé si complètement qu'ils avaient cessé de faire attention, me donnant la liberté de construire quelque chose d'extraordinaire sans leur interférence. Leur rejet avait été ma libération. J'ai fini mon vin et vérifié Ethan une dernière fois avant d'aller me coucher. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles conversations, de nouvelles opportunités de définir la relation que je voulais avoir avec ma famille à l'avenir. Mais ce soir, j'allais dormir paisiblement pour la première fois en 3 ans, sachant que je leur avais enfin montré exactement qui leur fille était devenue. Le dimanche matin a apporté le soleil d'automne et le genre d'air vif de Seattle qui faisait ressembler la ville à une carte postale. J'ai passé la matinée avec Ethan au marché fermier de Queen Anne, achetant des légumes biologiques et du pain artisanal, pendant qu'il charmait les vendeurs avec son enthousiasme pour tout ce qui était comestible. C'était notre routine, notre bonheur domestique tranquille qui existait complètement séparément du drame qui s'était déroulé la veille. Mais même le paradis a des interruptions. Mon téléphone vibrait constamment d'appels et de textos de membres de la famille qui avaient apparemment passé la nuit à discuter de ce qu'ils avaient vu au Méridien. J'ai ignoré la plupart d'entre eux mais lu le texto avec l'amusement détaché de quelqu'un regardant un feuilleton sur la vie des autres. Maman, Catherine, nous devons discuter de ce qui s'est passé hier soir. C'est très préoccupant. Papa, appelle-moi immédiatement. Nous devons comprendre ta situation financière. Marcus, toujours partant pour le café? J'ai pensé à hier soir toute la matinée. L'hypothèse que mon succès était d'une manière ou d'une autre préoccupant plutôt que digne de célébration me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur leur état d'esprit. Dans leur monde, mon travail était de galérer gracieusement pour servir d'exemple sur ce qui se passait quand on s'écartait du chemin approuvé. Mon succès réel menaçait tout le récit qu'ils avaient construit sur la hiérarchie familiale et le comportement approprié. Analog Coffee était animé quand je suis arrivé cet après-midi-là, rempli du genre de personnes qui appréciaient un bon expresso et des pâtisseries artisanales. J'ai trouvé une table dans un coin avec vue sur la rue, commandé mon cortado habituel et attendu l'arrivée de Marcus. Il était exactement à l'heure, ce qui était très caractéristique de sa personnalité d'avocat s'affirmant même dans des cadres décontractés. Kate. Il m'a serré dans ses bras correctement cette fois, sans la distance prudente qu'il avait maintenue au dîner. Tu as l'air bien, détendu. Je me sens bien, ai-je dit. Honnêtement, mieux que je ne l'ai été depuis des années. Il a commandé son café et s'est installé dans la chaise en face de moi, étudiant mon visage comme s'il me voyait pour la première fois. Hier soir était intense. J'ai essayé de comprendre ce que j'ai raté. Depuis combien de temps réussis-tu aussi bien sans qu'aucun de nous ne le sache? 3 ans, ai-je dit simplement. Depuis que je suis parti. 3 ans. Il a secoué la tête lentement. Kate, l'entreprise que tu as bâtie, elle n'est pas juste prospère. Elle est extraordinaire. J'ai cherché des entreprises de soins de la peau biologique après être rentré hier soir. Le genre de revenu dont tu aurais besoin pour te permettre cette voiture, pour payer le dîner comme si de rien n'était. Tu as fait des recherches sur moi. J'étais amusé plutôt qu'offensé. Du Marcus classique, approchant tout comme un dossier juridique qui devait être analysé en profondeur. J'ai fait des recherches sur l'industrie, a-t-il corrigé. Et si tu génères le genre de chiffres que je pense, tu n'es pas juste prospère, tu es riche. Vraiment riche. Le mot est resté suspendu entre nous comme un pont qu'aucun de nous n'était sûr de devoir traverser. Riche. C'était vrai, mais je ne l'avais jamais dit à haute voix. Jamais revendiqué l'identité qui venait avec l'indépendance financière. Dans mon esprit, j'étais toujours la mère célibataire en difficulté qui avait fui la désapprobation de nos parents avec rien d'autre que de la détermination et un bébé en route. De quelle richesse parle-t-on? A demandé Marcus doucement. J'ai réfléchi à ce que je devais révéler. Marcus avait toujours été digne de confiance, mais il était aussi profondément ancré dans notre système familial. Tout ce que je lui dirais finirait par revenir à nos parents, probablement dans les heures suivant la fin de cette conversation. Assez riche pour que je ne me soucie plus de l'argent, ai-je dit finalement. Assez riche pour que le fonds universitaire d'Ethan soit entièrement financé avant son 3e anniversaire. Assez riche pour que la BMW soit un achat comptant. Les yeux de Marcus se sont écarquillés. Jésus, Kate, un achat comptant? Cette voiture se vend $70 000. 85 000 avec les options que je voulais, ai-je corrigé, appréciant la façon dont son visage changeait alors qu'il traitait les implications.
Marcus, je n'essaie pas d'être mystérieuse. Je n'ai juste pas l'habitude de parler de ça avec la famille. Pendant 3 ans, vous avez tous supposé que j'échouais. C'était plus facile de vous laisser penser ça que de gérer les complications qui viendraient avec le succès. Quel genre de complications? J'ai fait un geste vers son téléphone, qui vibrait constamment depuis qu'il s'était assis. Le genre que tu vis en ce moment. Maman et papa essayant de comprendre comment traiter des informations qui ne correspondent pas à leur vision du monde. L'hypothèse que mon succès est d'une manière ou d'une autre leur affaire, qu'ils ont droit à des explications, à une implication et à un contrôle. Marcus a retourné son téléphone face contre table. Ils sont inquiets. Ils ne sont pas inquiets, Marcus. Ils sont confus. Pendant 3 ans, ils ont raconté aux gens l'histoire de leur fille à problème qui est tombée enceinte et a fait de mauvais choix. Maintenant, ils doivent concilier ce récit avec la réalité que leur fille à problème a plus de succès qu'eux. La vérité s'est installée entre nous comme un défi parce que c'était vrai et nous le savions tous les deux. Mon entreprise générait plus de revenus en un trimestre que le cabinet de conseil de notre père en un an. Je possédais mon appartement sans hypothèque alors qu'ils avaient encore des paiements hypothécaires. Je construisais une richesse générationnelle pendant qu'ils essayaient encore de suivre les exigences de style de vie de leur cercle social. Ils veulent t'aider, a dit Marcus, mais sa voix manquait de conviction. Ils veulent contrôler, ai-je corrigé. Il y a une différence. Aider aurait été de me soutenir quand j'étais enceinte et effrayée. Aider aurait été de croire en moi quand j'ai dit que je pouvais gérer les choses seul. Ce qu'ils veulent maintenant n'est pas de l'aide. C'est l'accès à quelque chose dans lequel ils n'ont pas investi, mais dont ils pensent mériter de bénéficier. Marcus est resté silencieux un long moment, remuant son café et traitant ce que j'avais dit. Finalement, il a levé les yeux avec l'expression qu'il avait quand il était arrivé à une conclusion dans une affaire difficile. Tu as raison, a-t-il dit. Et je pense que j'ai fait partie du problème sans m'en rendre compte. L'aveu m'a surprise. Marcus avait toujours été doué pour voir plusieurs côtés d'un argument, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il examine son propre rôle dans le dysfonctionnement de notre famille avec une telle clarté. Comment ça? Ai-je demandé. J'ai bénéficié de leur favoritisme sans le remettre en question. Quand papa m'a donné le crédit de tes idées au cabinet, j'aurais dû dire quelque chose. Quand ils ont financé mes études mais t'ont fait prendre des prêts, j'aurais dû protester. Je les ai laissés te traiter injustement parce que c'était plus facile que de faire des vagues. L'honnêteté était inattendue et plus apaisante que je ne l'avais anticipé. Pendant des années, je m'étais demandé si Marcus remarquait même la disparité dans la façon dont nous étions traités. Apparemment, il l'avait remarqué. Il avait juste choisi le confort plutôt que la justice, ce qui était peut-être plus humain qu'admirable, mais au moins c'était honnête. J'apprécie que tu dises ça, ai-je dit. Mais tu étais leur enfant, toi aussi. Tu faisais ce que font les enfants, acceptant l'amour et les opportunités qui t'étaient offerts. Le problème n'était pas que tu prennes ce qu'ils donnaient. Le problème était qu'ils donnaient inégalement en premier lieu. Quand même, a dit Marcus, j'aurais pu faire mieux. J'aurais dû rester en contact quand tu es parti. J'aurais dû demander comment tu allais, si tu avais besoin de quelque chose. Tu ne pensais pas que j'avais besoin de quoi que ce soit parce qu'ils t'ont convaincu que j'avais choisi ma situation. Ils ont fait passer mes difficultés pour des conséquences plutôt que des défis. J'ai fini mon café et fait signe au serveur pour un autre. Marcus, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Penses-tu qu'il m'aime vraiment, ou aime-t-il juste l'idée d'avoir le contrôle sur moi? La question est restée suspendue entre nous comme un fil sous tension. C'était celle que j'avais eu peur de poser pendant 3 ans. Celle qui allait au cœur de tout ce qui s'était passé entre nous. Marcus est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait peut-être pas. Quand il a finalement parlé, sa voix était prudente, mesurée. Je pense qu'ils t'aiment, mais je pense qu'ils aiment leur version de toi. Celle qui correspond à leurs attentes et valide leur choix. Ils ne savent pas comment aimer la vraie toi, celle qui a réussi sans leur permission. Ce n'est pas de l'amour, Marcus. C'est de l'acceptation conditionnelle. Je sais. Sa voix était triste, résignée. J'y ai pensé toute la matinée. À la façon dont ils t'ont traité quand tu étais enceinte. À la rapidité avec laquelle ils t'ont rayé quand tu n'as pas suivi leur script. Le vrai amour ne vient pas avec des conditions. La conversation a été interrompue par la sonnerie de mon téléphone.
Le nom de mon père est apparu à l'écran et j'ai ressenti cette oppression familière dans la poitrine qui venait avec la vue de ses coordonnées. Les vieilles habitudes ont la vie dure, même quand on n'a plus besoin de l'approbation de quelqu'un. Réponds, a suggéré Marcus. Peut-être qu'il est temps d'avoir la conversation que tu évites. J'ai considéré la chose, puis refusé l'appel. Pas ici. Pas maintenant. S'il veut me parler, il peut trouver comment demander respectueusement au lieu d'exiger mon attention immédiate comme si j'avais encore 12 ans. Le téléphone a sonné à nouveau immédiatement. Cette fois, c'était ma mère. J'ai refusé cet appel aussi. Ils sont persistants, a observé Marcus. Ils sont paniqués, ai-je corrigé. Hier soir a brisé leur compréhension de qui je suis et de ce que je représente dans cette famille. Ils essaient de reprendre le contrôle d'une situation qui n'a jamais été la leur à contrôler en premier lieu. Mon téléphone a vibré avec un SMS de mon père. Catherine, c'est important. Nous devons discuter de ton entreprise immédiatement. J'ai montré le message à Marcus qui a grimacé. Il ne mène pas exactement avec empathie. Il mène avec le sentiment de droit, l'hypothèse que mon entreprise est quelque chose qu'il doit discuter plutôt que quelque chose qu'il pourrait vouloir célébrer. J'ai mis mon téléphone en silencieux et l'ai glissé dans mon sac à main. Marcus, je veux que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas bâti cette entreprise pour leur prouver qu'ils avaient tort ou pour me venger. Je l'ai bâtie parce que je devais survivre. Et puis j'ai continué à la bâtir parce que j'ai découvert que j'étais doué pour ça. Mais ça doit être satisfaisant de savoir qu'ils avaient tort à ton sujet. J'ai considéré la question sérieusement. Cela ressemble à de la justice, pas à de la vengeance. Juste un équilibre. Toute ma vie, ils ont supposé qu'ils savaient mieux que moi sur tout. Mes capacités, mon potentiel, mes choix. Hier soir était la première fois que j'ai pu leur montrer une preuve définitive que leurs hypothèses étaient fausses. Et maintenant je peux décider quel genre de relation je veux avoir avec eux à l'avenir, s'il y en a une. J'ai croisé son regard directement. Marcus, j'ai besoin que tu comprennes que je ne suis pas la même personne qui est partie il y a 3 ans. Je n'ai plus besoin de leur approbation. Je n'ai pas besoin de leur argent ou de leur relation ou de leur amour conditionnel. J'ai construit quelque chose de beau sans eux, et je ne vais pas les laisser le diminuer juste parce qu'ils se sentent menacés par ça. Et Ethan ? Ne veux-tu pas qu'ils connaissent ses grands-parents ? La question a frappé plus fort que je ne l'attendais. J'avais été tellement concentré sur le fait de me protéger de leur toxicité que je n'avais pas pleinement considéré ce que je pourrais enlever à mon fils. Je veux qu'ils connaissent des grands-parents qui l'aiment inconditionnellement, ai-je dit finalement. S'ils peuvent apprendre à faire ça, s'ils peuvent nous accepter lui et moi sans essayer de nous contrôler ou de nous changer, alors oui, j'aimerais qu'il ait cette relation. Mais s'ils ne peuvent pas, s'ils vont le traiter comme ils m'ont traité, alors non, je ne l'exposerai pas à ça. Marcus a hoché la tête lentement. Ça semble juste. La balle est dans leur camp maintenant, ai-je dit. Ils savent où je me tiens. Ils savent ce que j'ai accompli. S'ils veulent une relation avec moi et avec leur petit-fils, ils peuvent trouver comment aborder cela avec respect. Mais j'ai fini de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas pour les rendre confortables. Le lundi matin a apporté le genre de clarté qui ne vient qu'après avoir pris une décision que vous évitez depuis des années. J'ai déposé Ethan à sa garderie où il a été accueilli avec l'enthousiasme réservé aux personnes préférées et j'ai conduit jusqu'à mon bureau à South Lake Union. Oui, j'avais un bureau, un bel espace dans un entrepôt reconverti avec des murs en briques apparentes et des fenêtres du sol au plafond donnant sur Elliott Bay. Pendant 3 ans, j'avais géré mon entreprise depuis mon appartement. Mais il y a 6 mois, le succès avait exigé une installation plus professionnelle. Maintenant, j'employais 12 personnes à temps plein, des représentants du service client aux spécialistes du développement de produits en passant par un responsable d'entrepôt qui supervisait nos opérations d'expédition. Nous n'étions plus une petite entreprise prétendant être plus grande qu'elle ne l'était. Nous étions une véritable entreprise avec de vrais employés, des frais généraux substantiels et des projections de croissance qui rendaient mon comptable nerveux de la meilleure façon possible. Sarah, ma première recrue et maintenant ma responsable des opérations, m'attendait dans mon bureau avec du café et le genre d'expression qui suggérait qu'elle avait surveillé mon téléphone pendant le week-end. Dîner de famille difficile ? A-t-elle demandé en me tendant un cortado parfaitement préparé. Dîner de famille intéressant ? Ai-je corrigé en m'installant derrière mon bureau et en ouvrant mon ordinateur portable. Quels sont les dégâts des commandes de ce week-end ? En hausse de 18% par rapport au week-end dernier.
Le nouvel ensemble sommeil à la lavande performe mieux que prévu. Nous allons devoir augmenter la production si la tendance se maintient. Sarah a affiché le tableau de bord des ventes sur l'écran mural. Mais ce n'est pas de ça que je voulais te parler. Oh, Kate, tu as des demandes médiatiques. 3 publications économiques différentes veulent t'interviewer sur l'entreprise. Apparemment, quelqu'un a divulgué des informations sur nos chiffres d'affaires, et maintenant tout le monde veut savoir sur la mystérieuse mère célibataire qui a bâti une entreprise de plusieurs millions de dollars en 3 ans. J'ai froncé les sourcils. Qui divulguerait des informations sur les revenus? Ça pourrait être n'importe qui. Un vendeur, un client qui a fait le calcul, quelqu'un de la banque. Le fait est que le secret est dévoilé. Les gens commencent à prêter attention à ce que tu as construit ici. L'ironie était parfaite. J'avais passé 3 ans à cacher mon succès à ma famille. Et maintenant, c'était sur le point de devenir de notoriété publique. L'univers avait un sens de l'humour sur le timing. Planifie les interviews, ai-je décidé. Si nous devons rendre cela public, faisons-le bien. Mon téléphone a vibré avec un autre appel de mon père. Je commençais à penser qu'il avait vidé tout son calendrier pour se concentrer sur la compréhension des révélations de samedi soir. Vas-tu finir par lui répondre? A demandé Sarah. Quand je serai prête à avoir cette conversation selon mes conditions, ai-je dit. Pour l'instant, il est en mode panique. Il essaie de comprendre comment la fille qu'il a rayée est devenue plus prospère que lui. Tant qu'il ne pourra pas aborder cela avec une véritable curiosité au lieu d'une fierté blessée, il n'y a pas lieu de parler. Sarah était avec moi depuis le début. Elle m'avait vu bâtir cette entreprise à partir de rien tout en gérant l'épuisement de la nouvelle maternité et les retombées émotionnelles du rejet familial. Elle comprenait mieux que quiconque combien le rejet de ma famille m'avait coûté et combien valait leur attention tardive. Que penses-tu qu'ils veulent? A-t-elle demandé. Le contrôle, ai-je dit sans hésitation. Ils veulent comprendre mon entreprise assez bien pour avoir des opinions sur la façon dont je devrais la gérer. Ils veulent s'insérer dans mon histoire de succès pour pouvoir s'attribuer le mérite de ma résilience. Ils veulent transformer ma victoire en preuve de leur bonne éducation. Et toi, que veux-tu? La question m'a arrêté. Qu'est-ce que je voulais? Pendant 3 ans, je m'étais concentré sur la survie, puis le succès, puis le maintien des limites qui me protégeaient de leur toxicité. Je n'avais jamais vraiment considéré ce que je voulais d'eux au-delà du respect fondamental et de la reconnaissance. Je veux qu'ils me voient, ai-je dit finalement. Pas leur idée de qui je devrais être, pas leur évaluation de mes choix, pas leur projection de leurs propres peurs et limites. Je veux qu'ils voient qui je suis réellement et qu'ils aiment cette personne ou au moins la respectent assez pour la laisser tranquille. C'est juste. C'est aussi probablement impossible, a-t-elle admis. Les gens ne changent pas facilement leur vision fondamentale du monde, surtout quand ce changement nécessite de reconnaître qu'ils avaient tort sur quelque chose d'important. Mon ordinateur a sonné avec une notification de mail, un message de Marcus avec l'objet « Demande de réunion de famille ». Je l'ai ouvert avec précaution. Kate, maman et papa veulent avoir une réunion de famille ce soir chez eux. Ils demandent si tu viendras. Je leur ai dit que je demanderais, mais je ne te mettrai pas la pression. Quoi que tu décides, je soutiendrai. Mais je pense qu'ils essaient sincèrement de comprendre ce qui s'est passé samedi soir. Une réunion de famille. La structure formelle qu'ils utilisaient quand quelqu'un avait besoin d'être corrigé ou réaligné avec les attentes familiales. J'y avais été soumise plusieurs fois au fil des ans, généralement quand mon comportement ne correspondait pas à leurs normes. Le fait qu'ils demandaient ma présence plutôt que de l'exiger était un progrès, mais le format lui-même était profondément problématique. De quoi parle cette expression? A demandé Sarah. Ils veulent avoir une réunion de famille à propos de mon succès. Je lui ai montré l'email. Le même format qu'ils utilisaient quand ils voulaient me faire la leçon sur mes échecs. Vas-tu y aller? J'y ai pensé sérieusement. Une partie de moi était curieuse de voir comment ils géreraient une conversation où je détenais tout le pouvoir. Une partie de moi voulait leur donner une chance de me surprendre avec une véritable croissance et humilité. Mais une plus grande partie de moi reconnaissait que les rencontrer sur leur territoire en utilisant leur format préféré me mettrait automatiquement en désavantage. Non, ai-je décidé. S'ils veulent me parler de ma vie et de mes choix, ils peuvent le faire sur un terrain neutre sans agenda prédéterminé. J'ai fini d'être convoqué pour m'expliquer à des gens qui devraient célébrer mon succès au lieu de l'interroger. J'ai tapé une réponse. Marcus, j'apprécie l'invitation,
mais je ne suis pas intéressé par un format de réunion de famille. Si maman et papa veulent avoir une conversation avec moi, ils peuvent suggérer un déjeuner quelque part en public où nous sommes tous égaux. Sinon, ils ont mon numéro s'ils veulent appeler et s'excuser pour samedi soir. Kate. Le mardi soir m'a trouvé à la maison avec Ethan, lisant des histoires du soir et m'émerveillant de la façon dont il avait complètement transformé ma compréhension de ce à quoi l'amour devrait ressembler. Inconditionnel, sans question, féroce dans sa protection, mais doux dans son expression quotidienne. Tout ce que ma famille n'avait jamais appris à me donner. Je rangeais ses jouets quand ma sonnette a retenti. À travers le Judas, j'ai vu mes parents debout dans mon couloir, tous deux semblant mal à l'aise et incertains. Mon père tenait un petit bouquet de fleurs, le genre d'offrande de paix qui suggérait que quelqu'un l'avait coaché sur le comportement approprié. Pendant un moment, j'ai envisagé de ne pas répondre. Il s'était présenté sans invitation, ce qui était exactement le genre de comportement présomptueux que j'essayais de décourager, mais la curiosité a gagné. Je voulais voir s'ils étaient capables d'une véritable humilité, ou si c'était juste une autre tentative de réaffirmer le contrôle en utilisant des tactiques différentes. Maman, papa. J'ai ouvert la porte mais je ne les ai pas invités à entrer. C'est inattendu. Catherine. La voix de mon père était différente de ce que j'avais jamais entendu. Modérée, presque humble. Nous espérions pouvoir parler. Pouvons-nous entrer? J'ai considéré la demande. Les laisser entrer chez moi leur donnerait accès à des informations sur mon style de vie qu'ils ne méritaient pas. Mais refuser me ferait paraître mesquine et défensive. Après un moment, je me suis écarté. Ils m'ont suivi dans mon salon, et j'ai regardé leurs yeux absorber les détails. Les meubles sur mesure, les œuvres d'art originales, l'électronique haut de gamme, les jouets qui venaient clairement de boutiques coûteuses plutôt que de magasins discount. Tout dans mon espace criait qualité et stabilité financière. L'opposé de ce qu'ils imaginaient depuis 3 ans. Bel appartement, a dit ma mère, passant ses doigts le long du dossier de mon canapé en cuir italien. Très sophistiqué. Merci. Je ne leur ai pas offert de siège ou de rafraîchissement. Ce n'était pas une visite sociale. Mon père s'est raclé la gorge, le geste nerveux dont je me souvenais de mon enfance. Catherine, nous te devons des excuses. Plusieurs excuses, en fait. L'aveu m'a surprise. Je m'attendais à une attitude défensive, une justification, peut-être une reconnaissance à contre-cœur qu'ils avaient mal jugé ma situation. Je ne m'attendais pas à des excuses directes. Pourquoi spécifiquement? Ai-je demandé. Pour samedi soir, a dit ma mère rapidement. Ton père n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit à propos de l'addition. C'était inutile et blessant. Et avant ça, ai-je insisté. Pour les 3 ans de silence, pour m'avoir rayé quand je suis tombée enceinte, pour avoir supposé que j'échouerais sans jamais vérifier comment j'allais réellement. Les questions restaient suspendues dans l'air comme des défis. C'était la conversation que nous n'avions jamais eue. Celle où ils devraient reconnaître toute l'étendue de leur traitement plutôt que juste l'incident le plus récent. Nous étions blessés, a dit mon père finalement. Quand tu es parti, quand tu as arrêté de prendre nos appels, nous nous sommes sentis rejetés. Nous avons supposé que tu ne voulais rien avoir à faire avec nous. J'ai arrêté de prendre vos appels parce que chaque conversation était une leçon sur mes mauvais choix. Je suis parti parce que rester signifiait écouter des rappels quotidiens que j'étais une déception. J'ai gardé une voix égale, factuelle. Papa, la dernière chose que tu m'as dite avant que je parte était que j'avais gâché ma vie. Pensais-tu vraiment que j'allais appeler pour bavarder après ça? Il a tressailli, se souvenant. J'étais en colère. Je pensais que tu gâchais ta vie. Et maintenant je vois que j'avais tort. L'aveu est sorti doucement, comme si le dire faisait physiquement mal. Catherine, ce que tu as construit, ce que tu as accompli. Je ne comprends pas comment tu as fait, mais je peux voir que tu as réussi au-delà de tout ce que je pensais possible. Som fracasso acabam dando a volta por cima, certains échecs finissent par rebondir, ai-je dit en portugais, puis traduit pour leurs expressions confuses. Certains échecs finissent par inverser la tendance. Une cliente m'a appris cette phrase. C'est une entrepreneure brésilienne qui a bâti une entreprise mondiale après que sa famille l'ait abandonnée. Ma mère a bougé inconfortablement. Nous ne t'avons jamais abandonné, n'est-ce pas? J'ai croisé son regard directement. Quand était la dernière fois que l'un de vous a demandé comment j'allais? Quand était la dernière fois que vous vous êtes interrogé sur le développement d'Ethan ou si j'avais besoin d'aide ou si j'étais heureuse?
Quand était la dernière fois que vous m'avez traité comme une fille au lieu d'un problème à gérer? Le silence s'étirait entre nous, rempli de 3 ans de blessures non dites et d'occasions manquées. Finalement, mon père a parlé. De quoi as-tu besoin de nous maintenant? La question était plus simple que je ne l'avais prévu et plus complexe qu'il ne le réalisait probablement. De quoi avais-je besoin d'eux? J'avais construit ma vie sans leur soutien, leur approbation, leur implication. J'avais découvert que j'étais plus forte et plus capable qu'ils ne l'avaient jamais cru. J'avais créé un succès qui ne nécessitait pas leur validation. J'ai besoin que vous me voyiez, ai-je dit finalement. Pas la fille qui vous a déçu. Pas l'histoire d'avertissement sur les mauvais choix. Pas la mère célibataire que vous supposiez en difficulté. J'ai besoin que vous voyiez la femme que je suis réellement devenue et que vous décidiez si vous pouvez l'aimer pour qui elle est plutôt que pour qui vous pensez qu'elle devrait être. Nous t'aimons, a dit ma mère, la voix épaisse d'émotion. Alors prouvez-le. J'ai marché vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville en contrebas. Arrêtez d'essayer de contrôler mes choix. Arrêtez de supposer que vous savez ce qui est le mieux pour moi. Arrêtez de traiter mon succès comme si c'était d'une manière ou d'une autre votre affaire d'approuver ou de désapprouver. Aimez-moi simplement. Soutenez-moi. Soyez fiers de ce que j'ai accompli au lieu d'être confus par cela. Mon père s'est rapproché et pour la première fois depuis des années, j'ai vu une véritable vulnérabilité dans son expression. Je suis fier de toi, Catherine. Intimidé, confus, peut-être un peu embarrassé d'avoir sous-estimé si complètement, mais fier. Les mots que j'avais attendu toute ma vie d'entendre, livrés 3 ans trop tard, mais toujours assez puissants pour ouvrir quelque chose dans ma poitrine. Je me suis retourné pour leur faire face, voyant non pas les parents critiques qui m'avaient repoussé, mais 2 personnes qui avaient fait des erreurs et essayaient de trouver comment réparer les dégâts. Ethan dort, ai-je dit doucement. Mais si vous voulez rencontrer votre petit-fils, il sera réveillé demain matin. Je l'emmène généralement au parc vers 10 heures. Le visage de ma mère s'est illuminé de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. L'anticipation de grand-mère. Nous aimerions beaucoup ça. Une condition, ai-je ajouté. Vous le rencontrez en tant que personne que vous êtes maintenant, pas en tant que personne que vous étiez quand je suis parti. Il n'a pas besoin de connaître notre histoire. Il a juste besoin de savoir que ses grands-parents aiment sa mère et sont excités de faire partie de sa vie. Ils ont hoché la tête à l'unisson, acceptant les conditions que j'avais fixées pour leur rédemption. Alors qu'ils se préparaient à partir, mon père a marqué une pause à la porte. Catherine. La BMW. Ce n'était pas juste une question d'argent, n'est-ce pas? C'était pour prouver que nous avions tort sur qui tu es. J'ai souri. Le premier sourire sincère que je partageais avec lui depuis des années. Papa, certains échecs inversent vraiment la tendance. L'astuce est de reconnaître quand quelqu'un n'est pas réellement en train d'échouer, il ne fait que commencer. Il a ri, un son que je n'avais pas entendu de lui depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. J'essaierai de m'en souvenir. Après leur départ, j'ai vérifié Ethan une fois de plus, puis je me suis tenu dans mon salon, traitant ce qui venait de se passer. 3 ans de colère et de blessures n'avaient pas disparu en une conversation. Mais quelque chose avait changé. Une porte s'était ouverte, juste une fente, vers la possibilité de reconstruire quelque chose de réel. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Marcus. Comment ça s'est passé? Mieux que prévu, ai-je répondu, toujours prudente, mais pleine d'espoir. Bien. Tu mérites une famille qui te célèbre au lieu de te tolérer. Il avait raison. Et peut-être qu'après tout ce temps, j'allais enfin en avoir une. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur des personnes qui refusent de laisser les autres définir leurs valeurs. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est simplement devenir exactement qui vous étiez destiné à être, qu'ils croient en vous ou non.